Cette année encore, nous allions partir en séjour de neige pour 3 semaines. Nous allions, pour la seconde fois, à l'Amoura dans le Jura. Cela allait être notre dernier stage en altitude. Dommage, nous nous y étions bien habitués. Il y avait de plus en plus d'écoles candidates pour cette activité sportive. Aussi avons-nous dû laisser notre place. Nous n'étions plus prioritaires. Nous avions trop de séjours successifs. En soi, c'était un peu injuste. Nous avions essuyé les plâtres et voilà que nous étions évincés. Les enfants des classes inférieures ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas le droit, comme leurs camarades des années précédentes, de partir à la neige. Notre activité UCEP était toujours aussi intense. Nous continuions à remporter coupe sur coupe et notre montée d'escalier était fort bien garnie. Cela faisait l'émerveillement des parents d'élèves et des visiteurs lorsqu'ils montaient à l'étage pour nous rencontrer. Il y avait déjà une quinzaine de trophées. J'allais me lancer avec mes élèves dans une nouvelle discipline, le parcours d'orientation. Cette activité sportive avait l'avantage d'être très pédagogique. Cela permettait aux enfants de pratiquer les mathématiques, d'apprendre à utiliser une boussole et de travailler en équipe. M. Gigou était venu m'inspecter le 24 janvier 1975. Il avait assisté à la préparation de cette épreuve. J'avais organisé un parcours en étoile sur le terrain de sport et dans la cour de l'école. J'avais caché des balises dans différents endroits et les enfants, à l'aide de la boussole, d'un papier et d'un crayon, devaient, par groupe de 3, après avoir reçu les données indispensables à la recherche de la marque de passage, faire un certain nombre de calculs qui devaient les amener dans la bonne direction. Je leur indiquais l'azimut à suivre et la distance à parcourir. Préalablement, toujours durant les séances d'éducation physique, ils avaient appris à étalonner leurs pas. À l'aide du résultat de cet étalonnage, ils devaient calculer le nombre de pas à effectuer. Ce nombre était fonction de la distance indiquée. Les 9 équipes en présence recevaient chacune des instructions qui les envoyaient dans des directions différentes. C'est ce que l'on appelait un parcours en étoile. Dès qu'une équipe revenait avec l'indication du signe distinctif repéré sur la balise, je lui donnais une autre directive et le groupe repartait dans la nouvelle direction indiquée. Il y avait une certaine émulation, chaque équipe souhaitait faire la découverte de la totalité des balises avant les autres. Tout cela dura une petite partie de la matinée. M. Gigou avait particulièrement apprécié cet exercice. Je l'entendais qu'il se faisait à lui-même et à voix haute la réflexion suivante. C'est intéressant cela, oui, c'est très intéressant. Je ne sais pas s'il découvrait l'activité. Dans son rapport d'inspection, il nota « Nous avons également participé à une course d'orientation organisée pour ses élèves par M. Berland. Cet exercice, très prisé des enfants, est enrichissant tant sur le plan pratique qu'intellectuel. » Et il avait substantiellement augmenté ma note d'inspection. Il était oublié le temps où il était venu me reprocher d'avoir, soi-disant, acheté des livres périmés. Dans le courant des semaines qui suivirent, j'organisai une course d'orientation. Étaient invitées à y participer les écoles du département. Mon collègue responsable de l'UCEP avait doté cette épreuve d'une coupe et d'un fanion. Près de l'école, il y avait un bosquet, le bois de la Plousière, où j'avais donné rendez-vous à tous les participants. Dans un parcours en étoile, les équipes repartent toujours du même point central. Dans une course d'orientation, à la première balise, les équipes repartent de ce point pour aller à l'emplacement de la balise suivante, et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée. L'ensemble des azimuts et des distances à parcourir sont communiqués au départ à l'aide d'une feuille de renseignement. Les équipes partent à intervalles de 3 minutes.
Les heures de départ et d'arrivée sont enregistrées pour le calcul du temps mis à effectuer le circuit. Le matin, j'étais allé sur le terrain pour préparer le trajet. À 14 heures, avant le départ, un des gamins présents est venu me dire « Monsieur, il y a des balises qui ont été volées. »« Comment sais-tu cela ?» lui dis-je. « Parce qu'il y a 3 balises à côté derrière la haie. » J'allais vérifier. Effectivement, derrière un buisson, il y avait bien les balises dont me parlait le gamin. Elles étaient cachées sous la roue d'un vélomoteur couché sur le sol. « Comment as-tu su cela ?» demandai-je au gamin. « C'est Minier, monsieur, qui nous a dit que son copain de Mireuil avait caché les balises. » Minier, c'était ce gamin qui m'avait causé tant de soucis de discipline l'année de mon arrivée. Mon collègue délégué de l'UCEP était présent sur le terrain. J'allais le voir et je lui expliquai la situation. Je lui demandai de faire patienter les équipes. Il allait y avoir pas mal de retard. Je sortis le vélomoteur de sa cache et, à pied, j'allais le mettre à l'abri dans la classe préfabriquée située à côté de mon logement. Au retour, je remis les balises en place et la compétition put avoir lieu. Dans la soirée, je vis soudain tout un rassemblement se rassembler devant chez moi. Je sortis et je leur demandai ce qui pouvait bien expliquer cet attroupement. Un gamin d'une quinzaine d'années s'approcha et me dit « Monsieur, il paraît que c'est vous qui avez mon vélomoteur. »« C'est vrai, lui dis-je. Tu sais pourquoi, j'imagine. Attends, je vais aller le chercher. » Puis me ravisant, je lui dis « Au fait, es-tu bien assuré ?»« Oh oui, monsieur. »« Tu peux me montrer ton attestation ?»« Oui, monsieur. » Et il sortit le papier de sa poche. « Attends-moi un instant, lui dis-je. » Et je retournai à l'intérieur de la maison. J'en profitai pour relever le nom et l'adresse de l'assuré. Puis je retournai vers lui et lui tendis le papier. « Voilà, j'ai tes coordonnées. S'il te venait à l'idée de vouloir te venger ou de commettre d'autres bêtises, je saurais à qui m'adresser. Au passage, méfie-toi de tes petits copains qui t'ont dénoncé. Maintenant, attends-moi là, je vais aller chercher ton vélomoteur. » Aucun des gamins présents ne pipait mot. J'allai dans le préfabriqué, récupérer le vélomoteur, et la troupe se dispersa. J'appris par la suite que son propriétaire était le fils d'une collègue. La fin de l'année approchait. J'allais devoir, comme tous les ans, présenter les dossiers des enfants candidats à l'entrée en 6e. Pour les enfants faibles, une commission devait décider s'ils seraient acceptés ou s'ils devraient redoubler. Cette année-là, Sandrine venait d'avoir 10 ans. Sa moyenne était suffisante, pourtant, j'estimais qu'elle était trop jeune et qu'elle n'était pas suffisamment prête. J'aurais aimé la garder 1 an de plus dans ma classe afin qu'elle consolide ses connaissances et qu'elle parte à l'âge normal. Depuis 2 ou 3 ans, j'essayais de combler ces lacunes durant les grandes vacances. Elle avait subi les conséquences de la maladie de sa maman. Son cours préparatoire, qui avait bien débuté, s'était moins bien terminé, et Monique Porcheron, sa maîtresse, n'avait pas osé nous en parler à l'époque. J'étais le seul à vouloir retarder son départ. J'avais tout le monde contre moi, et pourtant j'avais raison. Cela se vérifiera quelques années plus tard. Le jour de la commission, lorsque je présentais son dossier, j'exprimais mon souhait de voir ma fille redoubler son cours moyen 2e année. J'en expliquai les raisons. « Vous n'y pensez pas, monsieur Berland, me dit monsieur Gigou. Si je vous suivais, nous devrions faire redoubler la moitié de votre classe. Il n'en est pas question. » C'est ainsi que Sandrine, à la rentrée suivante, dut partir en 6e. Un autre problème venait se greffer sur ce départ. Théoriquement, le collège d'affectation était celui du Pas des Laquais à Mireuil. Mais il avait mauvaise réputation. Pas tant pour la qualité de l'enseignement des professeurs, mais par le fait que la population du collège était composée, en partie, d'enfants venant de Mireuil et en partie d'enfants venant des zones pavillonnaires comme celle de Lagore ou de Cartier-Rochelet. Toutes les familles qui le pouvaient s'évertuaient à trouver une raison pour éviter l'établissement. La plus courante était le changement d'adresse.
encore fallait-il en avoir une à disposition. Dans notre cas, nous ne pouvions pas utiliser ce subterfuge. La création d'une section sport-études voile allait venir à notre secours. J'eus l'idée d'y inscrire Sandrine. Elle n'avait pas encore fait de bateau, si ce n'est en montant en tant que passagère dans mon Zef, acheté quelques années plus tôt, et qui me servait à régater pendant les vacances. Elle allait suivre un stage d'initiation accéléré durant les grandes vacances à l'école de voile de Marennes. Le directeur de l'école de voile était le frère du directeur du chalet d'Arrête-la-Pierre-Saint-Martin, où nous étions allés séjourner 2 fois en classe de neige. Je pris contact avec lui. J'avais également mon diplôme de moniteur, et c'est un véritable cours particulier que Sandrine reçut durant 2 semaines. Il y avait 2 élèves seulement et 2 moniteurs à leur disposition. Il se trouve que Sandrine montra des dispositions dès le départ. La voile lui plut, ses progrès furent rapides, et c'est seulement avec peu d'expérience du bateau qu'elle entra en septembre en section sport-études voile au collège Eugène Fromentin de La Rochelle, évitant ainsi le collège malfamé du Pas des Laquais.